Le corps humain peut sembler incroyablement fragile, mais la vérité est qu'associée à notre volonté puissante de survivre et à nos liens incroyables avec nos proches, la condition humaine n'est pas du tout une condition d'impuissance. Les gens ont trouvé des moyens de surmonter certaines des situations les plus précaires imaginables. Vous voulez entendre l'histoire de l'homme qui est revenu des morts, pas seulement une fois, mais 2 fois? Alors écoutez ces histoires poignantes de survie et d'endurance. S'échapper d'un sous-marin russe. Au plus fort de la guerre froide en 1960, les sous-mariniers soviétiques organisaient un exercice d'entraînement, au cours duquel ils tiraient des torpilles sur des cibles sous-marines désignées. C'était censé être une journée de routine à bord du sous-marin soviétique Projet 613, un navire de la classe Whisky pouvant accueillir 14 membres d'équipage. Le premier missile que les jeunes hommes se sont préparés à déployer était un raté qui n'a pas quitté le tube à explosion. L'équipage passe à l'étape suivante de sa mission, ignorant que quelque chose ne va pas jusqu'à l'explosion du missile, qui transperce le corps du sous-marin et envoie le navire au fond de l'océan. Les hommes savaient qu'ils devaient s'échapper, et la chaîne de commandement fut prise de panique jusqu'à ce qu'un des membres de l'équipage s'empare d'un pistolet et commence à tirer des coups de semence pour contraindre tout le monde à se calmer. Il fut décidé que tout l'équipage sortirait du tube à torpille vide du sous-marin. Pour ce faire, l'équipe devait s'acclimater lentement à la pression de l'eau à l'extérieur du navire, en laissant pénétrer l'eau jusqu'à ce que leur corps soit aussi sous pression que l'environnement extérieur. Les hommes sont montés à la surface, essayant de prendre leur temps et d'utiliser leur équipement pour permettre à leur corps de s'adapter. Certains, cependant, ont continué à se comporter avec agitation, montant trop rapidement. Cela a provoqué des atélectasies pulmonaires et à la nécessité de récupérer dans les chambres de compression. Cependant, on pense que chaque membre de l'équipage a survécu. Le séjour amazonien de Juliane Kopke. Juliane, une jeune fille allemande vivant au Pérou avec ses parents zoologues, voyageait avec sa mère pour voir son père dans une autre partie du pays. En vol, l'avion a été touché par la foudre lors d'un violent orage. L'avion a implosé et Juliane est tombée du ciel alors qu'elle était toujours attachée à son siège. Elle s'est écrasée d'environ 3 km de haut et a atterri dans la forêt amazonienne. Elle a eu la clavicule cassée et a perdu la moitié de sa vision, mais elle a pu marcher et observer son environnement. Il fut immédiatement évident que Juliane était seule et la seule survivante du vol. Juliane était une enfant vraiment extraordinaire, sachant que si elle trouvait de l'eau potable et la suivait en aval, elle serait susceptible de trouver la civilisation. Elle a fait cela pendant 9 jours, durant lesquels elle ne pouvait pas dormir à cause de la douleur des insectes qui infestaient ses blessures. Juliane a finalement trouvé un petit bateau contenant de l'essence pour son moteur. Se rappelant que lorsque son père avait guéri un animal infecté par les asticots avec de l'essence, la jeune fille de 17 ans en aspergea un de ses bras et compta les 35 insectes sortir de sa peau. Les propriétaires du bateau finirent par trouver Juliane et l'emmener pendant 7 heures à travers le fleuve jusqu'à un endroit où elle pourrait être transportée par avion vers un hôpital. En dépit de ce qu'elle a appelé des cauchemars terribles, Juliane a ensuite écrit un article sur son expérience intitulé « Quand je suis tombée du ciel ». Une évasion difficile de la Seconde Guerre mondiale. Witold Glinski, un ancien combattant polonais de la Seconde Guerre mondiale accompagné d'une poignée d'autres prisonniers, s'est échappé d'un goulag russe en février 1941. Le groupe devait d'abord traverser le paysage glacé d'un hiver sibérien, puis la chaleur du désert de Gobi, avant de remonter l'Himalaya. Selon Glinski, le groupe aspirait le gel et la rosée des pierres le matin pour rester hydraté et chasser et pêcher de façon primitive tout au long du voyage. Les hommes ont réussi à se rendre en Inde, où ils ont été sauvés. Glinski a attendu 60 ans pour faire son récit, affirmant qu'il ne voulait pas revivre le traumatisme et qu'il craignait un autre évadé placé dans le goulag pour avoir commis un crime grave. Glinski pensait que ses comptes rendus, conservés dans les archives polonaises, avaient inspiré l'histoire du livre à succès « La longue marche ». Survivant d'un accident d'avion dans les Andes. En 1972, un petit avion charter transportant une équipe de rugby composée de 45 joueurs et son personnel s'est écrasé dans les Andes en chemin pour un match au Chili. Il faisait froid et neigeux, ce qui a ralenti les efforts de secours. 19 personnes ont péri dans le crash et l'avalanche qui a suivi, laissant les survivants sans nourriture et sans abri. Heureusement, beaucoup de survivants étaient des hommes jeunes, en bonne santé et sportifs, déterminés à survivre malgré leur conviction que personne ne les cherchait.
Au total, les 16 jeunes hommes laissés en vie sont restés bloqués dans la neige et la glace, ont affronté de fréquentes tempêtes de neige et avalanches et ont survécu à ce terrible péril pendant 72 jours. En 2012, les survivants ont organisé un match de rugby, celui auquel ils se dirigeaient lorsque leur avion s'est écrasé à l'occasion du 40e anniversaire de leur sauvetage des montagnes. L'homme qui revient des morts 2 fois. Beckwather faisait partie de ce que beaucoup ont appelé le désastre du mont Everest. Originaire du Texas, il avait déjà escaladé le massif de Vinson en Antarctique et l'Everest allait être sa 2e expérience d'escalade. Cependant, au cours de la lente ascension du groupe dans la montagne, les niveaux d'oxygène ont chuté de manière inattendue. La randonnée du groupe devait durer entre 12 et 13 heures. Weathers était bloqué sur le flanc de la montagne et attendait de retrouver le reste de son expédition. Mais après avoir vu passer 10 heures sans rien en dire, il sut que quelque chose n'allait pas. Ce qu'il ne pouvait pas savoir à l'époque, c'est que le chef de l'expédition et guide, Rob Hall, avait eu un accident et avait péri près du sommet sud. Le reste de son équipe descendit de la montagne et découvrit Weathers qui était devenu trop malade après avoir été exposé pour continuer à faire partie du groupe. À contre-cœur, le groupe pensa qu'il était condamné et le laissa là. Peu de temps après, un médecin trouva Weathers qui avait perdu un gant et qui avait dormi la nuit précédente avec sa veste ouverte. Le médecin conclut lui aussi que Weathers n'était pas sauvable et pensa qu'il était déjà décédé. Cependant, malgré l'improbabilité mathématique de sa situation, M. Weathers se réveilla étonnamment de son coma hypothermique, se leva et descendit la montagne, jusqu'à trouver un campement à basse altitude. Il a survécu, cependant, il a perdu plusieurs membres ainsi que son nez à cause du gel. Une bataille de 4 ans contre un désastre nucléaire. Ruin Litvinov n'avait que 4 ans lorsque des incendies ont éclaté dans le réacteur nucléaire de Tchernobyl le 26 avril 1986, ce qui a entraîné une explosion. Yuri et sa famille vivaient à environ 2 heures de route du site de la centrale nucléaire. Il se souvient que sa mère n'a pas expliqué ce qui s'était passé, mais a rapidement déplacé la famille loin de l'usine vers la maison de ses parents. Il a fallu 3 ans à Yuri pour déceler les premiers signes d'un problème, même s'il vivait loin du lieu de la catastrophe. Il se souvient qu'il pleuvait et que les feuilles des arbres blanchissaient du fait des radiations avant que les arbres eux-mêmes ne se désintègrent. Soudainement, des personnes autour de Yuri ont commencé à développer un cancer, un problème courant après une exposition à des radiations. Et Yuri lui-même a été diagnostiqué d'un cancer à l'âge de 21 ans. Yuri a combattu sa maladie mortelle et a gagné en se tournant vers la peinture. Après une lutte pour sa vie, Yuri a déménagé aux États-Unis, avec le désir ardent de commencer une nouvelle vie sans maladie, sans douleur ni souffrance. En 2010, Yuri a déménagé à New York où il poursuit sa carrière artistique. Le naufrage du Jackson 4. Harrison Hawkins avait été embauché comme chef sur le navire Jackson 4, qui était une goélette de pêche. Lors d'une de ses sorties régulières en mer, le bateau a été secoué par de grosses vagues. Il a chaviré puis coulé, entraînant certains membres de l'équipage dans l'océan. Harrison, cependant, était dans la salle de bain au moment où le navire a coulé. Il s'est retrouvé pris au piège dans une bulle d'air d'1 mètre de long, qui rétrécissait lentement à mesure que le navire descendait à des profondeurs normalement fatales. Après le naufrage du Jackson 4, une équipe de plongée a été constituée pour repérer les marchandises présentes dans la région. Alors que les plongeurs fouillaient le navire, ils ont entendu un faible bruit. Ils ont cherché la source et ont finalement trouvé Harrison dans l'eau jusqu'aux épaules. Cela faisait plus de 60 heures depuis le naufrage du navire. Sauvé, Harrison a dû passer 2 jours dans une chambre de décompression. Les experts ont convenu que la survie de M. Hawkins est un miracle. Normalement, les plongeurs ne restent à cette profondeur que pour des périodes de 20 minutes, la pression exercée sur le corps étant trop lourde pour être maintenue pendant de longues périodes. Mais Harrison a réussi à revenir sur la terre ferme et a juré de ne plus jamais prendre la mer. Survivre au Rwanda. Jean-Louis Mazimpaka a survécu au génocide rwandais en se réfugiant d'abord dans une église avec ses parents. Lorsque la milice est arrivée pour l'extermination, Jean-Louis était l'un des organisateurs de la défense à 4 lignes de l'église qui se fit en jetant des pierres sur les assaillants.
Bien qu'ils aient tenu pendant des jours, la milice a commencé à utiliser des grenades pour disperser les lignes. Jean-Louis s'est ensuite caché dans une étable et a observé la milice voler son troupeau, restant immobile afin de ne pas révéler sa cachette. Quand il fut sûr que la milice avait quitté la zone, Louis décida que sa meilleure option était de nager sur le lac Kivu. Un exploit qui lui prit 2 nuits. Jean-Louis a finalement immigré au Royaume-Uni et s'est marié avec une autre survivante rwandaise. Une cage dans le désert. En 1934, une écolière, June Robles, rentrait chez elle à pied quand elle fut enlevée par des inconnus. Peu de temps après, son père reçut une demande de rançon remise par un garçon sur son lieu de travail. Une autre demande a ensuite été remise au grand-père de June, à la suite de quoi des équipes de recherche ont été formées pour la chercher. Une dernière demande a été remise à son oncle et dans cette dernière, les ravisseurs menaçaient de mettre fin à la vie de June s'il ne recevait pas l'argent de la rançon. Lorsque la famille de June a trouvé l'argent, qui s'élevait à environ 300 000 $ au taux en vigueur aujourd'hui, les ravisseurs ont dit à la famille où trouver June dans le désert. June était bien vivante et enfermée dans une cage en métal, la jambe attachée au bar et enfouie sous le sable. Elle y avait été enfermée pendant 19 jours et nourrie seulement 3 à 4 fois. Malheureusement, il n'y avait pas assez de preuves pour inculper quiconque pour ce crime odieux et aucune arrestation ne fut faite suite à cet enlèvement. Cependant, la jeune fille a prouvé sa dureté et a demandé à retourner dans la boîte en métal pour récupérer son bulletin de notes qu'elle avait laissé derrière elle, car elle souhaitait que sa mère le voie. Elle a grandi pour élever 4 enfants et a vécu jusqu'à dépasser 80 ans. Un jeune garçon défie les nazis. Les parents de George Richfeld savaient que leur course pour échapper aux nazis était terminée. Par conséquent, ils ont jeté leur fils par-dessus une clôture de barbelés et directement dans les bras d'une femme catholique appelée Alinka, qui était disposée à le cacher. George avait 9 mois à l'époque. Au cours de son séjour prolongé avec Alinka pendant la guerre, Richfeld se souvient de la fois où les nazis ont procédé à la recherche de juifs cachés un dimanche à l'église fréquentée par Alinka. Elle lui a dit d'avoir l'air malade pour qu'il ne s'approche pas. Ça a marché. Une autre fois, un soldat nazi était en train de fouiller l'appartement de Alinka et a fourré son couteau dans la couverture recouvrant le lit sous lequel se cachait Richfeld. Le couteau a pénétré dans le matelas et a piqué le garçon au niveau du menton, sans toutefois faire couler le sang. Richfeld savait qu'il valait mieux ne pas faire de bruit. Encore une fois, cela a fonctionné et le garçon est resté caché. George Richfeld a survécu à la guerre, a immigré aux États-Unis et a continué à envoyer des colis de soins à Alinka, bien qu'elle n'ait pas semblé les recevoir suite à la prise de contrôle par l'Union soviétique. Richfeld a ensuite rejoint l'armée américaine et a élevé une famille, prouvant que la survie après la tragédie est le plus grand triomphe.